Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner le meilleur de moi-même, arriver avec des statistiques impressionnantes, des trucs qui vont changer votre vie. Mais l'épisode d'aujourd'hui, en fait, va servir à vous partager mon histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps d'expliquer d'où je viens, qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais. Les dernières fois où j'ai été appelé à partager mon histoire, c'était un peu en version courte, si on peut dire, parce que je me faisais, par exemple, recevoir sur le podcast de quelqu'un qui me demandait Manu, parle-nous de toi, parle-nous de ton vécu, parle-nous de ton histoire, parle-nous de ton enfance. Mais tu sais, c'était très de surface, si on peut dire, parce qu'évidemment, pour partager vraiment mon histoire, ben, j'aurais besoin d'un certain temps. Et c'est pas nécessairement des délais qu'on avait lors des podcasts que j'enregistrais dans le passé. Fait que ceci étant dit, j'ai décidé de, une fois de plus, prendre le temps de partager mes tripes, mon âme, mes valeurs et pourquoi je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Donc évidemment, comme toute bonne histoire, on commence par le jour 1, la naissance. Il y a plusieurs personnes qui sont même pas au courant du contexte dans lequel je suis venu au monde parce que ce contexte-là, en fait, est un contexte de violence conjugale, familiale. Mon père était un homme très tourmenté, si on peut dire, de façon polie. Un homme qui avait des problèmes de toxicomanie, des problèmes d'alcool. Quelqu'un qui faisait quelques allers-retours ici et là en prison, pour ne pas dire. Et évidemment, quand ma mère est tombée enceinte de cet homme-là, c'était déjà clair pour elle qu'elle voulait mettre fin à la relation, qu'elle voulait quitter cette personne-là. Ceci étant dit, c'est plus facile à dire qu'à faire quand tu es avec quelqu'un qui te manipule, qui te prend par les sentiments et qui profite du fait que tu as le syndrome de Mère Teresa, c'est-à-dire tu vois le bon en chaque personne, tu crois en la capacité de changer des gens. Donc, ma mère a voulu aider mon père. Par contre, lorsqu'elle tombait enceinte, ben, elle voulait pas de cet enfant-là, évidemment. Et elle a tout simplement dit à mon père qu'elle allait se faire avorter, tu sais. C'est à quoi mon père a répondu si tu le tues, je te tue. Fait que c'est sûr que ça limite assez tes options. Quand tu as l'impression que tu te fais enlever ton pouvoir de choisir, surtout pour une décision aussi importante que ça, tu te sens pas nécessairement en contrôle, tu te sens pas nécessairement bien et tu n'as pas l'impression que tu vas accueillir un enfant dans le meilleur des environnements qui soit. Alors avec ce contexte-là, pas nécessairement facile, je suis arrivé 14 septembre 1990 sur cette belle planète, signe astrologique vierge. Et dès ma naissance, c'est comme si j'avais compris rapidement que la vie ne serait pas de tout repos. Donc évidemment, naître dans ce contexte-là de violence, de criminalité, de drogue, d'alcool, d'extrême pauvreté, euh, sans vouloir rentrer dans les détails plus personnels de la vie de ma mère, c'était une phase qui était extrêmement difficile et ça nous a pris 6 ans avant de réussir à se sortir de cet enfer. Donc 6 ans à travers lesquels on a été hébergés dans des maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences, des moments très difficiles dans lesquels amis et famille de ma mère n'ont pas nécessairement été aussi présents qu'ils l'auraient voulu ou pu, étant donné la peur de mon père, ce qui est tout à fait normal. Mais ça n'a pas été une période qui a été facile et moi, rapidement, je me suis mis à imiter les comportements de mon père. Donc, je criais, j'étais colérique, je brisais des objets. Et ma mère a toujours su que j'avais quand même ce fond-là à l'intérieur de moi de bienveillance. Elle savait que j'étais un bon petit gars, puis que j'avais du potentiel, puis tout, mais que tout ce que je faisais, c'était imiter, dans le fond, les comportements de mon père. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a réussi enfin à le sortir de notre vie avec des procédures judiciaires légales et tout ça, on a pu commencer la reconstruction de mon identité en tant que petit garçon qui devait maintenant réapprendre à avoir des belles valeurs, à être poli, à être respectueux, à être patient et tout ça. Et je me souviens, les intervenantes à la maison, le fort à Trois-Rivières, qui disaient à ma mère, tu sais, de ne pas perdre espoir parce qu'il est encore jeune, tu vas réussir à le rattraper, tu vas réussir à le sauver, tu sais, il n'est pas trop tard. Donc, comme de fait, elle a pas perdu espoir, puis ma mère a été extrêmement patiente avec moi. Un des plus beaux cadeaux
que ma mère m'a faite, c'est l'éducation qu'elle m'a offerte sous base de questions. Donc, au lieu de me dire « fais pas ci, fais pas ça, non Manu », ma mère m'a amené à réfléchir. Donc, elle me demandait tout le temps comment tu te sens par rapport à ça. Est-ce que ça t'a fait du bien? Comment ça t'a fait sentir? Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée? Qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Et le fait de me poser des questions m'a amené à réfléchir justement, puis étant donné qu'elle avait confiance en le fait que j'étais un bon petit gars, ben ces questions-là m'ont amené très jeune à développer des processus de réflexion qui m'ont ensuite servi toute ma vie en termes d'introspection. Et ma mère, depuis justement ces événements-là avec mon père pour essayer de se reconstruire, pour essayer de reprendre sa vie en main, elle lisait énormément de livres de développement personnel. Et inconsciemment, elle me retransmettait cette sagesse-là, ces enseignements-là, à moi qui n'avais aucune idée en tant qu'enfant que c'était du développement personnel. Donc, d'une certaine manière, depuis très tôt dans ma vie, j'ai commencé à me poser peut-être certaines questions que d'autres enfants se posent beaucoup plus tard dans leur développement. Et également, un des avantages, si je peux dire, d'avoir eu un père et une mère qui étaient aussi différents, dans le sens où on a littéralement deux adultes, un qui incarne le bien et l'autre qui incarne le mal. Je pense que ça m'a amené très tôt à réaliser que, tu sais, des fois, là, les parents, tu te dis, OK, c'est les parents, ils disent quelque chose, fait que je vais les écouter. Je peux prendre ça pour du cash. Mais quand tes deux parents ont des modèles d'éducation tellement différents, des valeurs tellement différentes, des façons de te traiter tellement différentes, tu peux pas juste prendre pour acquis que ce que disent les adultes, c'est vrai, parce que tu as deux versions différentes de la réalité. Donc, tu dois, en tant qu'enfant, te poser des questions sur pourquoi mon père dit ça, mais ma mère dit ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et juste le fait d'être challengé comme ça, oui, a été très difficile au niveau du sentiment de stabilité puis d'identité. Tu sais, je me cherchais beaucoup à travers ça, mais en même temps, ça a développé mon esprit d'analyse puis ma capacité de réfléchir à partir d'un très jeune âge. Donc, long story short, me voici, un petit enfant de 6 ans qui commence à se remettre sur pied avec sa maman, qui commence à progressivement reprendre son souffle, essayer de se rebâtir une vie qui a de l'allure en partant de rien. Tu sais, on n'avait plus aucune possession, on n'avait pas d'appartement, pas de meubles, pas d'objets, on était vraiment à partir de zéro. Et là, il a fallu se reconstruire. Donc, ça a été toujours la recherche de l'opportunité qui va nous aider à nous en sortir. Ça a été la recherche, tu sais, des petits plus qui pourraient faire une différence dans notre vie. Ça nous a amené à déménager très, très souvent. Donc, passer d'une ville à l'autre, d'une école à l'autre, ça m'est même arrivé certaines fois pendant mon primaire, par exemple, où est-ce que j'ai déménagé 2 fois dans la même année scolaire, qu'il a fallu que je change 2 fois d'école en cours de route. Fait que vous pouvez imaginer à quel point c'était difficile de réussir, par exemple, à me faire des amis, parce que c'était toujours à recommencer. Puis quand c'est toujours à recommencer, ben toi, tu as ta petite personnalité d'enfant, puis tu penses que tu es correct comme tu es, mais là, tu arrives dans une école, puis t'es pas cool, puis tu arrives dans l'autre école, puis tu es un peu plus cool, mais tu comprends pas exactement pourquoi je suis apprécié d'un côté, pourquoi je suis pas apprécié de l'autre. Tu sais, est-ce que le simple fait d'être bon ballon chasseur dans une école va faire la différence? Puis je me suis posé énormément de questions sur comment est-ce que je peux faire pour être accepté. Parce que, tu sais, j'arrivais pas dans des contextes où est-ce que, justement, j'ai grandi avec ces amis-là, c'est très solide, c'est très stable. J'arrivais avec toujours des preuves à faire. J'arrivais avec toujours l'impression que je suis le petit nouveau qui doit être aimé, qui doit être accepté, qui doit être intégré dans un nouveau groupe. Et on sait que des fois, les enfants, c'est pas les plus les êtres les plus pleins de compassion et d'ouverture d'esprit. Fait que ça a été très difficile. Ces années-là de ma vie, autant au niveau primaire que secondaire, m'ont amené à vivre énormément de rejets, d'intimidation. J'étais le genre d'enfant qui se faisait taxer, qui se faisait battre, qui se faisait voler son lunch, qui se faisait enfermer dans un casier, qui se faisait littéralement inventer des histoires. Tu sais, je me souviens au secondaire, à un moment donné, il y a de mes amis, entre guillemets, ils ont inventé, pour ceux d'entre vous qui se rappellent cette époque de MSN, Messenger et tout ça, ils ont inventé une fausse fille qui n'existait pas pour me cruiser, pour que je tombe en amour avec elle, pour après ça me dire que c'est une joke. Tu sais, vous pouvez imaginer genre le genre de truc que tu dis, mais voyons donc, c'est donc même méchant, tu sais, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, puis je vous raconterai pas tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, bien sûr, parce que notre temps est limité ensemble, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce parcours-là qui n'a pas nécessairement été facile, et on dirait que grandir dans ce contexte-là, développer mon identité dans ce contexte-là m'a renforcé dans le fait que, étant donné mon enfance, étant donné mes contacts difficiles, j'étais une victime de la vie. Fait que j'avais l'impression que
La vie, c'est pas juste. Les autres sont plus chanceux que moi. Les autres ont plus d'argent que moi. Les autres, ils ont leurs 2 parents. Moi, j'ai pas de papa. Puis pour votre information, tu sais, j'ai jamais eu de beau-père non plus par après. Tu sais, ma mère est restée célibataire et encore à ce jour. Et donc, pour les messieurs de 65 ans et plus qui sont à l'écoute, disponibles. Mais blague à part, tu sais, c'est sûr que grandir dans ce contexte-là puis me développer dans ce contexte-là a fait en sorte que j'ai vraiment eu l'impression que je valais rien, entre guillemets. Puis une des seules choses dans ma vie qui me donnait l'impression d'avoir une valeur quelconque, c'était le basketball. J'adorais ce sport-là. J'ai commencé à jouer très tôt. Puis j'ai eu la chance aussi de grandir, donc très rapidement. Je mesurais déjà 6 pieds à 14 ans. Fait que ça m'a donné un bel avantage. Donc, je me suis ramassé à être assez bon dans ce sport-là. Et toute mon estime, ma confiance en moi, les liens que je pouvais bâtir avec mes coéquipiers, tu sais, le basket, c'était le centre de ma vie. Et à partir de l'âge de 17 ans, je suis arrivé à un point où tout a changé pour moi. Parce que j'étais au cégep, je jouais au basket à Trois-Rivières à l'époque, et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais il y a une chose que j'aimais depuis toujours, c'était sentir que je fais une différence positive dans la vie des gens. Parce qu'on dirait que à cause de mon background, à cause de mon passé, il y a beaucoup de monde, tu sais, c'est con à dire, mais qui se comparait à mon histoire pour se consoler. Fait que tu sais, si quelqu'un avait un problème, il se disait, ah, mais tu sais, c'est moins pire que Manu, fait qu'automatiquement, il se sentait mieux. Fait que tant mieux si je pouvais aider de cette manière-là. Mais ultimement, ça m'aidait pas du tout par rapport à ma sensation d'être une victime puis que c'est pas juste. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à ce fameux âge de 17 ans, j'ai découvert un livre qui s'appelle Le guerrier pacifique par l'auteur Dan Millman. Et la lecture du guerrier pacifique a complètement changé ma vie. Et la raison est simple, c'est que ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais la responsabilité de ce qui allait arriver dans ma vie. Et là, peut-être que pour certains, ça a l'air banal. Tu sais, ben oui, on est responsable, ou ben oui, tu sais, on peut contrôler certaines choses, mais j'avais tellement grandi en ayant l'impression que moi et ma mère, on est des victimes, on l'a pas eu facile, tu sais, que la société et le monde est contre nous, que la seule affaire qu'il y avait dans ma tête, c'était comment je fais pour survivre. J'ai jamais pensé que je pourrais devenir riche, j'ai jamais pensé que je pourrais devenir heureux, que je pourrais avoir une belle famille, que je pourrais... Puis à partir de ce jour-là, je me suis dit, you know what? Peu importe à quel point ça a été difficile dans mon passé, peu importe à quel point c'est encore difficile en ce moment, j'ai envie de croire en le fait que j'ai la capacité de faire en sorte qu'un jour ma vie ne ressemble pas à ça. De faire en sorte de devenir le genre de personne de qui je vais être fier. De devenir le genre de personne qui, contrairement à ce que moi j'ai vécu, a un impact positif sur ce monde. Fait que c'est comme si à partir de l'âge de 17 ans, j'ai découvert ma mission de vie, en fait, qui était d'aider le plus de gens possible à devenir libres et heureux, tout simplement. Et quand j'ai commencé, j'avais aucune ressource, évidemment. J'avais pas de contact, j'avais pas d'amis, j'avais pas de réseau, j'avais pas de... Tu sais, c'était très, très, très limité. Et là, évidemment, ben, je faisais mon parcours scolaire traditionnel, donc cégep, université, tout ça, mais en dedans de moi, je savais que ce dans quoi j'étudiais ne m'intéressait pas du tout. Parce que c'est pas au cégep ou à l'université que j'allais apprendre comment aider les gens nécessairement. Puis j'ai pensé à des carrières comme psychologue, des choses comme ça, des carrières en lien avec la communication, la relation d'aide. Mais il y a une partie de moi qui me disait, c'est autre chose qui m'attend. Et j'ai commencé à retransmettre à certaines personnes certaines des leçons que j'ai apprises dans le livre Le guerrier pacifique et j'ai vu que ça créait un impact positif chez eux. Donc, littéralement, le fait d'avoir lu un simple livre m'a permis d'apprendre des choses que j'ai pu retransmettre. Et grâce à ça, du monde ont commencé eux aussi à avoir des résultats positifs. Puis là, ça m'a fasciné. Puis c'est là que je suis devenu littéralement accro à la croissance personnelle. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis mis à découvrir tout ce qui se faisait en croissance personnelle. On peut parler ici de Tony Robbins, Brian Tracy, Les Brown, Robin Sharma, Wayne Dyer, etc. Je me suis mis à étudier de fond en comble tout ce qui touchait au comportement humain pour devenir non seulement la meilleure version de moi-même, mais pour être ensuite apte à aider d'autres personnes à ne plus souffrir de leur situation de victime, si on peut dire. Donc, progressivement, je me suis mis à toujours me poser la question, comment je peux faire pour aider plus de gens, puis comment je peux faire pour les aider mieux? Et c'est là qu'au cégep, j'ai commencé à écrire dans le journal étudiant. Ça a commencé par un concours de circonstances vraiment banal. Il y avait un rédacteur d'articles qui a tout simplement démissionné du journal étudiant. Donc,
Il y avait un spot qui était vacant, et là, ils ont passé une annonce pour dire, si quelqu'un a quelque chose à dire, écrivez un article, quoi que ce soit, soumettez-le, puis nous autres, on va choisir le meilleur, puis on va le publier. J'envoie mon article, puis je me souviens, ça s'appelait « Le bonheur est là ». Un tout petit article, 550 mots. J'envoie ça, et je reçois un retour par courriel qui me dit « C'est-tu toi qui as écrit ça? » Oui. OK, parfait, on va le publier. J'ai pas de nouvelles de ça. Je vois mon article apparaître dans le journal étudiant. Dès le lendemain, les personnes en charge du journal étudiant viennent me voir et me disent « Ton article, tout le monde nous en parle. On veut que tu écrives pour nous chaque semaine. Si jamais tu veux, tu aurais la section, on appellerait ça la section réflexion dans le journal étudiant. Fait que tu vas pouvoir avoir l'occasion de faire ce que tu fais chaque semaine comme ça. » Sincèrement, je capotais parce que je me disais, hey, toute ma vie, je me suis fait juger, intimider, critiquer, dire que j'étais pas assez bon, pour qui tu te prends. Puis là, j'avais l'opportunité de partager des messages positifs qui allaient peut-être avoir un impact sur les gens. Fait qu'évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et à partir de ce jour-là, je me suis mis à écrire chaque semaine pour le journal étudiant à Trois-Rivières. Quand j'ai quitté le cégep pour aller à l'université, j'avais mes articles qui avaient été écrits papier. Donc, si on n'avait pas ce journal-là papier, on n'avait pas moyen d'avoir accès à ça. Fait que là, j'ai eu l'idée. Facebook commençait à l'époque, puis je me suis dit, je pourrais prendre tous les articles que j'ai écrits et je pourrais littéralement les mettre sur une page Facebook pour que des gens qui sont pas au cégep de Trois-Rivières puissent avoir accès à ça et peut-être réfléchir. Alors, j'ai lancé ma page Facebook qui s'appelait Manu Lemire, écrivain à l'époque. Cette page-là, c'était... Tu sais, je comprenais rien du marketing, de la vente, des réseaux sociaux. Tu sais, dans ce temps-là, ça n'existait pas des influenceurs, des choses comme ça. Fait que ma page, c'était tout simplement mes articles du cégep que je publiais de temps en temps, à coup de 3, 4, 5, 15 likes. Les meilleurs articles pognaient 50 likes, tu sais, la grosse affaire. Puis c'était fait en toute humilité. Tu sais, mon but, c'était pas de monétiser ça. J'avais pas une idée de business derrière ça. Mon but, c'était juste de rendre accessible ce que j'avais compris au plus de gens possible pour les aider. Donc là, long story short, j'arrive à l'université. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que rendu à l'université, je vis un événement assez tragique qui met fin brutalement à ma carrière de basketball. Et étant donné, comme vous savez, que mon identité entière, ma confiance en moi, mes capacités, mon cercle social, bref, tout est basé sur le basket, quand ça a été fini pour moi, ce sport-là, je suis tombé dans une dépression avec des idées noires. Je me suis littéralement remis en question et je me disais qui je suis. Parce que dans ma tête, j'étais un joueur de basket, puis Manu Lemire, c'était rien, tu sais, j'étais juste un joueur de basket. Fait qu'à partir du moment où j'ai pas eu le choix d'être confronté au fait que sans ce sport-là, je ne suis rien, ben, je me suis mis à me poser des questions différentes. Et ne trouvant pas les réponses à ces questions-là, ben, il a fallu que j'aille très, très, très creux dans la noirceur pour réussir à trouver un petit peu de lumière. Et comment ça s'est passé? C'est à mon initiation à l'université. Je m'en souviens comme si c'était hier. Évidemment, tout le monde a bu. C'est un contexte assez festif, mais moi, dans mon cœur, je me sens pas bien du tout parce que je le sais que je m'en vais commencer un programme qui m'intéresse pas, sans faire de sport. Puis je le sais c'est quoi ma mission dans la vie, mais je sais pas comment je vais réussir à faire pour l'appliquer. Alors là, il y a une personne qui vient me voir pendant que je suis caché dans une pièce, puis je m'en souviens, c'était comme une espèce de grosse buanderie, puis je suis entre une laveuse et une sécheuse, littéralement en train de pleurer. Et là, quelqu'un arrive, puis cette femme-là me dit « Hey, toi, ça va pas, hein? » Ben là, évidemment, c'est sûr, ça va pas. Je suis en train de brailler. Et là, elle me dit « Non, non, mais tu vas pas juste mal. » Elle dit « Toi, ton âme est détruite. » Puis là, j'ai trouvé ça vraiment particulier parce que qui dit ça? Qui dit ça comme première phrase d'accroche? C'est comme toi, ton âme est détruite. Fait que là, on dirait que je porte attention, puis là, j'ai senti le besoin de me confier. Puis j'ai partagé mon histoire, j'ai partagé mon enfance, j'ai partagé les choses extrêmement difficiles que j'avais vécues. Puis après m'être vidé le cœur, cette personne-là m'a répondu « Faut que tu ailles voir Hélène. » Il faut que tu ailles voir Hélène. C'est qui Hélène? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi le rapport? Et là, elle me dit, Hélène est une hypnothérapeute à Trois-Rivières. Elle a fait des miracles dans ma vie. Long story short, elle me dit, tu vas voir Hélène la semaine prochaine. All right, parce que autant je ne croyais pas à ces choses-là, je trouvais ça très ésotérique. Moi, je me disais, elle va me mettre une roche mauve dans le front pour me soigner, je sais pas trop quoi. Mais il y a une chose que je savais, c'est que j'étais tanné de souffrir et je voulais trouver un sens à ma vie.
Alors, j'ai accepté l'invitation, je suis allé voir Hélène et j'ai commencé à ce moment-là le plus grand voyage que j'aurais fait dans ma vie. C'est celui au centre de moi-même. Fait que là, j'arrive sur la table. Puis là, je vous le dis, Hélène, là, imaginez la petite madame, là, plus douce que douce. Là. Puis là, elle ouvre la porte au ralenti, m'accueille au ralenti. Bonjour Manu, ça va bien? Mais là, moi, visiblement, non, c'est pour ça que je suis ici. Je m'installe sur la table, OK? Je rentre dans le local. Il y a comme une espèce de lit-table, là, je me rappelle plus trop, pour que je sois bien installé avec une couverture, avec une tête de loup des lunes. Vous voyez exactement l'image dans votre tête, je suis convaincu. Et là, je m'installe, je remonte la petite couverte jusqu'à mon cou, et là, je suis pas bien. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a pas de bon sens. Je me suis jamais fait hypnotiser de ma vie. Je sais pas comment ça fonctionne. J'ai 21 ans à l'époque. Et là, Hélène commence à me détendre progressivement. Tu sais, tes paupières sont lourdes, etc. Et là, je me rends compte, plus elle m'amène dans une visualisation, plus je me sens littéralement imprégné dans ce moment-là et j'ai l'impression que je réussis pour de vrai à vivre le moment, puis à décrocher, puis à être pleinement dans cette visualisation. Et là, je vous épargne les détails parce qu'évidemment, ce serait une séance d'une heure et demie que je devrais vous raconter, mais vers la fin de ce voyage intérieur, Hélène me dit, maintenant Manu, imagine que tu te trouves dans un endroit merveilleux, un endroit où tu te sens bien, un endroit où il n'y a rien qui peut t'arriver de mal. Et là, je me souviens, je vois dans ma tête une montagne au milieu de la forêt avec un magnifique coucher de soleil. Puis là, je me sens bien en haut de cette montagne-là et elle me dit maintenant, Manu, il y a quelqu'un qui souffre énormément, qui aimerait ça venir te dire un petit quelque chose. Et là, je vois, en me retournant, le petit Manu de 4 ans. Il vient me voir et il pleure avec ses petits cheveux blonds tout longs. Et là, il pleure, puis je l'accueille. Puis je lui dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, mon petit bonhomme? Tu sais, pourquoi t'as mal? Et là, le petit Manu commence tout simplement à me raconter son histoire, sa vie, son papa, la violence, toutes les choses qu'il vit qui sont horribles et qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre. Et là, moi, je me surprends parce que, à cette période-là, je vous le rappelle, je suis dans la pire phase de ma vie. Je suis dépressif, limite suicidaire. Et peu importe les épreuves que le petit Manu me raconte, je suis toujours capable de le consoler et de trouver les bons mots pour lui montrer que tout va bien aller. Et là, je me rends compte à quel point, dans le fond, la personne que je suis devenu est beaucoup plus solide que je le pensais. Et à ce moment-là, je vois le petit Manu lever les yeux vers moi et il me regarde, puis là, je vois qu'il comprend. Et il me dit, c'est toi, hein? C'est toi que je vais devenir plus tard. Et là, je le regarde directement dans les yeux, ému, puis j'ai dit, ouais, c'est moi. Et à ce moment-là, le petit Manu, toute sa tristesse s'efface d'un seul coup. Il a les yeux brillants, un grand sourire, puis il me répond, si c'est vraiment toi que je veux devenir plus tard, ben t'as raison. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Tout va bien aller. À ce moment-là, je peux même pas vous décrire comment je me suis senti à l'intérieur de moi. Parce que c'est comme si, depuis toujours, j'ai eu l'impression que j'étais une victime des événements, une victime des autres, une victime de la vie. Et là, le petit Manu me confirme que I am enough. Qui je suis comme personne, c'est assez. C'est pas grave que je sois le plus pauvre. C'est pas grave que j'aie vécu des événements difficiles. Parce que qui je suis devenu en tant que personne, juste ça lui suffit. Fait que là, je dis au revoir au petit Manu et je le laisse repartir d'où il est arrivé. Et à ce moment-là, moi, je pense que ma séance est terminée. Tu sais, je pense que c'est la fin de mon voyage, mais il y avait une dernière personne qui avait quelque chose à m'annoncer. Alors, je me retourne et là, je vois une espèce d'itinérant arriver proche de moi. Un vieil homme, tout comme courbaturé, puis tu vois qu'il l'a pas eu facile nécessairement. Et là, Hélène me dit, Manu, cette personne-là qui vient de voir un cadeau pour toi. Et là, je vois l'homme s'approcher et il tend les mains vers moi, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a dans ses mains. Et il y a un petit regard malicieux, tu sais, comme s'il préparait un mauvais coup, quelque chose de même. Fait que là, quand finalement l'homme arrive près de moi et qu'il dépose je ne sais quoi dans mes mains, je referme mes mains. Et là, Hélène me dit, vas-y Manu, le cadeau que tu viens recevoir aujourd'hui, c'est ça, il est à toi, dis-moi ce que c'est. À ce moment-là, j'ouvre mes mains et je ne vois rien.
Et là, je sens à l'intérieur de moi monter l'émotion de Hey, même en hypnothérapie, la vie veut pas me faire de cadeaux. Même si j'ai le droit à ça, là. Puis là, je commence comme à être triste. Puis Hélène me dit un instant, Manu, peut-être que le cadeau que tu vas recevoir aujourd'hui est tellement grand et précieux qu'il ne peut être vu avec les yeux. Concentre-toi et regarde à nouveau. Fait que là, je regarde mes mains. Puis au lieu d'essayer de voir, je me concentre sur ressentir. Et là, au début, je vois toujours rien, mais j'accueille ce vide-là. Et progressivement, je commence à sentir une chaleur dans mes mains. Comme une espèce de picotement, de choc électrique ou de pulsation dans mes mains. Ça commence à être de plus en plus intense. Et là, littéralement, je vois une lumière dans mes mains. Une chaleur que je ressens. Et là, mes mains commencent à irradier de chaleur et d'énergie. Et là, plus ça va, plus c'est incontrôlable et plus c'est grandiose et plus je sens à l'intérieur de mes mains, au bout de chacun de mes doigts, une espèce d'énergie que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Et là, Hélène me demande, c'est quoi, Manu? Dis-moi là, c'est quoi? C'est à toi, t'as le droit. Et j'ai dit, je sais pas, c'est trop grand, c'est comme... Et là, d'un coup, je me recentre, je ferme les poings et tout mon être sait ce que je viens de recevoir comme cadeau. Et je dis tout simplement, c'est le pouvoir de choisir. À partir de ce moment-là, j'ai ressenti dans mes mains, jusque dans mes avant-bras, irradier tout le long de mes bras et mon être au complet se remplir de cette puissance-là, de ce nouveau pouvoir-là. Et quand j'ai regardé en face de moi, j'ai réalisé que l'homme qui était venu m'apporter ce pouvoir-là, c'était mon père. Puis il me regardait avec fierté maintenant, parce qu'il savait que j'avais compris. Toute ma vie, je n'ai pas travaillé sur devenir Manu Lemire. Toute ma vie, j'ai travaillé sur ne pas devenir mon père. Je n'ai jamais vécu pour moi, pour mes rêves, mes aspirations, mes buts. J'ai vécu dans la peur de devenir quelqu'un. Et à partir du moment où mon père m'a remis le pouvoir de choisir, c'est comme s'il me disait, mon fils, peu importe ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, peu importe les erreurs, peu importe les mauvais choix, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu ne seras jamais comme moi. À partir de ce jour-là, je me suis senti libre, enfin, pour la première fois de ma vie. Parce que maintenant que j'avais le pouvoir de choisir, je réalisais que non, j'avais pas eu le contrôle sur ce qui était arrivé jusqu'à maintenant. Je pourrais jamais changer mon enfance ou mes circonstances. Je pourrais jamais changer mon histoire. Mais j'aurais toujours le pouvoir sur la seule chose qui compte vraiment. Et c'est la personne que je choisissais de devenir. Fait qu'à partir de ce jour-là, je suis sorti de ma séance. J'ai remercié du fond du cœur Hélène pour tout ça. Et dès que je suis arrivé dehors, que j'ai regardé les arbres, le ciel, le monde autour de moi, j'ai senti que tout avait changé à l'extérieur de moi parce que tout avait changé en moi. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus jamais personne qui m'a intimidé, écœuré ou manqué de respect. Pourquoi? Parce que je ne portais plus cette énergie-là à l'intérieur de moi. J'avais repris le contrôle sur ma vie, le contrôle sur qui je suis. Et par le fait même, j'avais repris le contrôle de mon avenir. Fait qu'à partir de ce jour-là, j'ai pu commencer enfin à vivre pour de vrai. Fait que quelques temps plus tard, les mois passent et je réalise que le chemin traditionnel ne me conviendra pas. C'est pas pour moi l'université. J'ai un message, j'ai une mission, puis ma job, là, c'est pas de passer une journée de plus derrière les bancs de l'école. Ma job, c'est d'aller aider le plus de gens possible à réaliser à quel point ils ont le pouvoir d'influencer leur vie grâce au choix qu'on a tous à faire et c'est la personne que tu deviens. Donc, quelques temps plus tard, j'arrive à la maison et je vais voir ma mère et j'ai dit « Hey maman, tu vas être fière de moi. » Pourquoi Manu? J'ai lâché l'université. All right, hein, j'attends le moment où je vais être fier de toi. J'ai dit, Mom, je sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, puis je sais pas à quel point ça va être tough. Mais il y a une chose qui est sûre, un jour, je vais gagner ma vie en étant une bonne personne qui aide les autres. Ma mère, plus ou moins convaincue, mais ayant confiance en mes capacités, me dit tout simplement, je te crois, Manu. Je te crois. Fait qu'à partir de ce jour-là, j'ai tout simplement lâché l'école avec une mission en tête aussi peu claire que possible, c'est-à-dire je vais aider les gens.
On s'entend, aider les gens, c'est pas le meilleur plan d'affaires de l'histoire. Fait que concrètement, c'est quoi aider les gens? Est-ce que c'est d'aller appliquer sur bonheur.com pour devenir comme l'ami du monde? Est-ce que c'est de faire des câlins gratuits dans la rue? J'en avais aucune idée, mais mon objectif était tout simplement de retransmettre aux gens ce que j'avais appris en cours de route. Mais là, évidemment, après quelques mois, je me rends compte que, bon, j'ai plus d'économie et je dois me trouver une job au plus vite parce que c'est pas d'être une bonne personne qui paye les comptes, hein? Alors, je me fais engager comme livreur de pièces d'automobile dans une succursale à Trois-Rivières. Et ma job, littéralement, là, c'est de me promener à longueur de journée en auto pour aller livrer des pièces dans les garages. Fait que là, on s'entend dessus que après une couple de mois à faire ça, je me rends compte que je suis pas nécessairement en train de me rapprocher de la vie de mes rêves, puis surtout pas de ma mission de vie. Et là, les mois deviennent malheureusement des années. Et je me retrouve à un point où est-ce que je me dis, je ne peux plus continuer une journée de plus. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. Je conduisais le véhicule de compagnie en route vers un des garages et je pleure dans la voiture parce que je me rends compte que je suis juste Manu Lemire. J'ai pas de contact, j'ai pas d'opportunité, j'ai aucune idée quoi faire pour réussir à changer le monde, puis je me dis le monde est ben trop grand. Comment je pourrais faire pour avoir réellement un impact? Fait que là, comme toute bonne personne qui est dans un moment de tumulte émotionnel, je lève les yeux vers le ciel et je dis, si t'existes, donne-moi une réponse. Pourquoi tu m'as fait réaliser c'était quoi ma mission sur Terre si tu me montres en même temps que j'ai pas la capacité de la faire? Pourquoi est-ce que tu me fais croire en un rêve qui est celui de changer des millions de vies si tu me montres en même temps que je suis juste un livreur puis que j'ai pas de pouvoir? Fait qu'à ce moment-là, j'arrive à une lumière rouge, j'immobilise le véhicule, et là, à ma gauche, je vois des petits-enfants de camp de vacances avec leurs moniteurs qui sont dans un arrêt d'autobus. Et là, qu'est-ce que vous pensez que les enfants font en me regardant? Klaxonne! Ah ouais, klaxonne, s'il te plaît, klaxonne! Fait que là, les enfants, ils me demandent de klaxonner, de klaxonner. Mais moi, je suis dans un véhicule de compagnie, là. Il y a le numéro du char, il y a le numéro de téléphone de la compagnie et il y a un véhicule en avant de moi. Fait que je peux pas klaxonner, on s'entend? De quoi je vais avoir l'air? Fait que là, je reste sérieux. Mais là, les enfants, qu'est-ce qui arrive quand tu leur dis non, quand tu fais rien? Ils demandent une deuxième fois, puis là, ils insistent, klaxonne, s'il te plaît, klaxonne! Mais moi, je peux pas faire ça, franchement. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un éclair qui m'a parcouru le corps, bord en bord. Je me suis dit, hey, Manu Lemire, ta mission dans la vie, c'est d'aider les gens à être heureux. Et là, tu as des enfants que tout ce qu'ils te demandent, c'est klaxonne. Et tu vas pas faire ça parce que tu as peur de ce que le char en avant va penser de toi. No fucking way. Fait que là, je me suis craqué jusqu'au banc d'en arrière. Puis je me suis mis à klaxonner la symphonie de l'année. J'en ai mis. Et là, les enfants, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ils se mettent à capoter. Genre, ils sautent dans les airs. Wow, oh my God, oh my God. Puis là, tous les autres enfants dans l'arrêt d'autobus se retournent. Puis ils commencent, ils voient les enfants capotent le klaxon. Fait que là, tous les enfants commencent à capoter. Moi, je me rends compte qu'il y a une opportunité ici. Je me retourne, je regarde le char à côté de moi. Je fais signe. Hey! Klaxon! Les enfants, le bonheur! Vite, klaxon! Je sais pas si c'est à cause de mon charisme naturel ou parce que j'avais l'air d'un malade mental, mais il a klaxonné. Et toutes les voitures à l'intersection se sont mises à klaxonner et même le gros 10 roues en arrière avec le méga klaxon pour finir ça. Quand la lumière est devenue verte, ça a été le temps de partir, là, j'ai vu dans le visage des enfants, des moniteurs et des autres personnes dans les véhicules autour de moi, un regard qui est seulement possible d'avoir quand tu sens que tu as réellement contribué au bonheur de quelqu'un d'autre. Un mélange de paix, de fierté et de bonheur. Donc quand j'ai repris la route, je l'avais la réponse à ma question. 30 secondes plus tôt, je disais pourquoi tu m'as fait réaliser c'est quoi ma mission sur Terre si tu me montres que j'ai pas le pouvoir de l'exécuter. Puis là, je me suis rendu compte que il n'y en a pas de petits bonheurs, il n'y en a pas de petits impacts. On a tous le pouvoir de faire une différence dans la vie des autres. Donc, quand je suis reparti, j'ai réalisé que j'étais pas juste un livreur de pièces d'auto. J'ai réalisé que j'étais Manu. C'est tout. Et que ce serait toujours plus qu'assez. Qu'à partir de ce jour-là, je suis devenu le livreur de pièces d'auto le plus heureux du monde. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir une différence positive sur mes collègues, sur mon employeur et sur tous les garagistes que j'allais croiser dans une journée. Fait que comme de fait, je me suis mis à devenir le gars le plus positif qui a un impact positif sur tout le monde et ça a littéralement changé mon existence.
je suis devenu un livreur heureux et c'est l'incarnation de ces principes-là, de ces valeurs-là qui m'ont permis ensuite de me sentir assez aligné pour passer à la prochaine étape de ma mission de vie. Et c'est là que peu de temps après, il a fallu que je prenne une décision. Est-ce que je vais continuer comme ça à livrer des pièces encore longtemps? Puis j'aurais pu, sincèrement, j'étais heureux, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre de ma vie? Comment je peux faire pour me libérer assez de temps pour réussir à me consacrer à ma mission de vie à plus grande échelle? Puis là, je me suis dit, bon, les personnes qui font ce que je veux faire, c'est soit des coachs, soit des auteurs, soit des conférenciers ou des gens qui sont dans le domaine du mieux-être et tout ça. Fait que là, c'est ma prochaine étape. Conférences, livres, etc. Sauf que là, beau vouloir faire des conférences, quand tu travailles 45 heures par semaine, bonne chance pour réussir à te faire engager quelque part ou aller avoir un contrat dans une école, tu te fais engager. Tu peux être là 2 heures? Non, malheureusement, je travaille. Donc, je me sentais un peu dans une impasse. Fait qu'à ce moment-là, je suis allé sur notre bon ami Google et je me suis mis à regarder tous les programmes universitaires, études professionnelles, collégiales, attestations, DEP, etc., qui pourraient me permettre d'avoir les critères suivants. Une job qui me permet d'avoir un meilleur taux horaire, qui me permettrait également d'avoir une flexibilité au niveau de mon horaire et qui ne prendrait pas nécessairement des années avant de graduer, parce que je ne voulais pas devenir médecin en attendant de devenir conférencier, on s'entend. Et c'est après 2 jours de recherche que finalement, j'ai trouvé le programme de massothérapie. Puis il y en a peut-être qui sont sous le choc en ce moment d'apprendre quoi, massothérapie, c'est quoi le rapport? Effectivement, il n'y en a pas de rapport. Mais en 5 mois d'études temps plein, je pouvais travailler à mon compte à environ 60 de l'heure puis faire mon propre horaire. Fait que savez-vous quoi? Même si c'est pas une carrière qui m'intéressait, même si je savais que ce serait temporaire, je me suis dit, c'est mieux ça que de rester sur place dans ma job de livreur puis de me dire que je suis une victime puis j'ai pas le choix puis c'est pas juste puis j'ai pas le temps. Fait que j'ai commencé à étudier en massothérapie, puis comme de fait, long story short, 5 mois plus tard, je graduais, je commençais à bâtir ma clientèle progressivement. C'est là que j'ai appris les notions de marketing, les notions de mise en marché, les notions de service à la clientèle qui m'ont jusqu'à ce jour servi. Alors là, le temps de faire la transition de livreur jusqu'à avoir assez de clients en masso pour pouvoir lâcher ma job de livreur, ça m'a pris 2 ans. Fait que, est-ce que vous pouvez imaginer à quel point il faut être motivé sur son rêve pour se dire je vais aller étudier dans quelque chose qui ne m'intéresse pas dans le but de faire une transition temporaire qui va peut-être prendre une couple d'années, mais un jour, je sais que je vais réussir parce qu'il n'y a pas d'autre option pour moi. Puis, retenez bien la phrase suivante. Est-ce que vous aimez mieux réaliser un rêve un jour ou jamais? Est-ce que vous aimez mieux réaliser un rêve dans 10 ans ou jamais? Puis moi, je me disais, peu importe le temps que ça va prendre et les efforts requis, je le sais que je vais réussir. Fait que j'étais prêt à faire les sacrifices et les efforts nécessaires pour me rendre jusqu'au bout. Et comme de fait, on arrive en 2015 et enfin, j'ai réussi à quitter la job de livraison. Je me suis également trouvé un emploi comme entraîneur privé dans un gym. Fait que je suis dans le domaine du mieux-être quand même, mais d'une manière différente. Mais là, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. On ouvre la machine pour ce qui est coaching, conférences, programme en ligne. Été 2015, je prends la décision de me lancer all-in dans ma nouvelle carrière pour devenir auteur, coach, conférencier, etc. Et là, je quitte la ville de Trois-Rivières où j'ai toujours vécu pour déménager à Québec. Fait que, étant donné cette décision-là, j'ai plus ma job comme masso parce que j'ai plus ma clientèle, j'ai plus ma job comme entraîneur, je peux plus être au même gym. Fait qu'évidemment, je me ramasse avec la fameuse expression burn the boats. Tu sais, quand tu brûles tes bateaux, mais tu n'as pas le choix de conquérir l'île parce que c'est soit tu réussis, soit tu te fais tuer, littéralement. Fait que je me suis placé dans une situation d'inconfort en me disant je n'aurai pas d'autre choix que de réussir. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 mois d'économie et 2 mois, ça passe très, très vite et je ne réussis pas à avoir le succès que j'espère avoir. Alors, je me ramasse 20 septembre 2015. Il me reste 50 dans mon compte de banque. Je n'ai plus aucune réserve et il y a le loyer qui va passer 10 jours plus tard et je n'ai pas de solution. Mais on est rendu en 2015, comme je vous ai dit, et ça fait déjà 7 ans que je partage du contenu sur les réseaux sociaux, que j'aide les gens, et ça de manière 100% gratuite. Alors j'ai donné, sans arrêt et sans jamais demander rien en retour. Et là, j'ai une idée. Je me dis, ça fait 7 ans que je fais de la croissance personnelle, que je lis environ 1 livre par semaine sur mon domaine d'expertise et que visiblement, les gens sur Internet répondent à l'appel parce que je me suis bâti une communauté d'au-dessus de 20 000 personnes sur ma page Facebook à l'époque. Donc, je me dis, si j'ai 50 dans mon compte et là, il y a le loyer qui va passer, j'ai besoin de 500 pour réussir à arriver. Fait que là, je me dis,
Pendant les 10 jours qui me séparent de ce paiement-là, je vais travailler le plus intensément possible du 18 heures par jour sur bâtir un programme de croissance personnelle qui rallie les meilleurs éléments que j'ai acquis au fil des années. Fait qu'on parle d'éléments sur l'attitude, on parle d'éléments sur le mindset, on parle d'éléments sur la confiance en soi, on parle d'éléments sur les croyances, les blocages, etc. Et je synthétise tout ça dans un programme et finalement, on arrive la veille du fameux premier du mois et je suis prêt à lancer pour la toute première fois de mon histoire un cours en ligne. Avec aucune expérience nécessairement en marketing, en vente ou en lancement de projet ou d'entreprise ou quoi que ce soit, je lance cette offre-là via un simple statut Facebook qui disait « Je viens de créer un programme pour tel objectif, ça s'adresse à tel type de personne. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien suivant. » Et ensuite de ça, je me dis « Bonne chance, Manu. » J'ai décidé de vendre le programme 500$ parce que je me disais, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui l'achète, je peux payer mon loyer. Fait que, tu sais, quand on parle de stratégie de contenu, stratégie de marketing, on s'entend, c'est assez limité comme réflexion. Mais bon, je me disais, j'ai juste besoin d'une vente, puis je vais être correct. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que une semaine plus tard, il y avait 150 personnes qui avaient acheté mon programme. Fait que pour ceux que ça leur tente pas de calculer, ça veut dire qu'en une semaine, j'avais fait 75 000 de revenus grâce à mon programme. Mais juste pour vous mettre en contexte, là, une semaine plus tôt, j'avais 50 dans mon compte. Je n'avais jamais fait une année à plus de 15 000 de revenus dans ma vie. Et là, d'un seul coup, j'avais plus d'abondance et de liberté que j'aurais jamais pu penser. Mais ce qui était le plus important dans cette histoire-là, c'est même pas le montant, c'est la validation. C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai vu que ce sur quoi je travaille depuis des années, l'impact que je veux avoir, les gens m'ont dit, on a confiance en le fait que tu peux vraiment nous aider. C'est comme si d'un seul coup, je recevais la confirmation que, hey Manu, t'es dans le bon créneau, t'es à la bonne place, t'as légitimement le droit d'être ici et de partager ce que tu as envie de partager et ça a de la valeur. Fait qu'à partir de ce jour-là, j'ai pu avoir tellement plus confiance en ce que je fais et en le fait que c'est légitime. Puis ça aide vraiment du monde. Donc, je vous endormirai pas trop avec la suite de mon histoire, mais depuis 2015, justement, je me suis incorporé, j'ai lancé mon entreprise Développement MLV Inc., qui m'a permis à ce jour d'aider des dizaines de milliers de clients dans plus de 25 pays. Mes capsules sur les réseaux sociaux ont rejoint au-dessus de 10 millions de personnes partout dans le monde. J'ai fait au-dessus de 700 conférences dans mon domaine d'expertise. J'ai écrit un livre qui est maintenant best-seller, qui s'appelle justement Le pouvoir de choisir. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège de dire que je vis à 100% grâce à ma mission de vie, qui est d'aider le plus de gens possible à être libres et heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette vie-là de liberté, de bonheur, d'abondance, j'ai des défis? Évidemment, la réponse c'est oui. Est-ce que ma vie est parfaite? La réponse c'est non. Mais est-ce que je vais continuer encore de travailler sur moi, de devenir le meilleur Manu possible et d'utiliser les expériences que je vais apprendre au passage pour les retransmettre aux gens, pour essayer d'impacter positivement le plus de monde possible? La réponse c'est oui. Fait qu'à vous qui venez d'écouter cet épisode-là, qui est dédié en quelque sorte à mon histoire, j'espère que ça vous a permis d'apprendre à mieux me connaître. Puis j'espère aussi que vous avez pu vous identifier peut-être à certaines parties de mon histoire. Je sais que c'est pas toujours facile de traverser l'enfer puis d'avoir l'impression que oui, il y a de la lumière au bout du tunnel, mais je vous confirme que il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire de plus. Il y a toujours une nouvelle idée, une nouvelle stratégie ou une nouvelle manière d'adresser une situation qui permet de s'en sortir. Fait comme je vous disais plus tôt, n'abandonnez jamais à cause du temps que ça va prendre. Le temps va passer de toute manière. Puis vous ne voulez pas vous réveiller dans 5 ans en vous disant « Qu'est-ce que pourrait être ma vie aujourd'hui si je m'étais donné la peine d'essayer encore? » Fait que sur ce, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Ça me touche profondément. Donc n'hésitez pas à m'écrire, me partager un peu votre feedback, me partager vos histoires. C'est toujours un plaisir pour moi d'apprendre à vous connaître. Et j'espère sincèrement que cet épisode-là va pouvoir faire du bien à certaines personnes qui se posent peut-être des grosses questions puis qui se demandent des fois « Je suis fou d'y croire, je suis fou de rêver. » Mais j'ai envie de vous dire que vous avez le droit. Puis il y a certaines personnes qui comprendront jamais vos rêves puis c'est correct. Ils ne sont pas obligés de comprendre. Puis vous n'êtes même pas obligé d'avoir leur approbation pour les réussir. C'est normal qu'en cours de route, vous ayez à perdre des gens, faire des erreurs, à vivre la souffrance. Oui, ça fait partie de la game. Puis vivre tout ça, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Peut-être qu'au contraire, ça veut justement dire que vous êtes sur le bon chemin. Puis je terminerai en vous disant que peu importe les choix que vous allez faire, la vie va être tough. C'est plate, ça a peut-être l'air un peu pessimiste de dire ça, mais
Ça va être tough d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir des défis d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir de la douleur dans le processus. Il va y avoir des défis dans l'équation. C'est normal. Mais vous devez déjà savoir pourquoi ça vaut la peine. Parce que de la douleur sans sens s'appelle de la souffrance, mais de la douleur avec sens s'appelle de la croissance. Donc, je vous souhaite tout simplement de savoir pourquoi vous n'abandonnerez jamais. Pourquoi vous valez la peine. Donc, je vous laisserai aujourd'hui sur une réflexion et une question. Considérant que vous avez envie d'avoir un impact positif sur la vie des autres, comment est-ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui pour faire ne serait-ce qu'une petite chose qui va faire une différence positive dans la vie des autres? Je suis certain que vous avez la réponse à cette question-là. Je vous souhaite une très bonne réflexion et nous, on se revoit bientôt.